On est à Gare de l'Est. Dans cette vidéo, on va chercher une supercar. Si je vous dis Gare de l'Est, ça vous donne déjà une petite indication. On est accompagné du célèbre Vatermi. Est-ce que tu aimes bien la voiture qu'on va chercher? Alors c'est une très belle voiture des années 2000 que j'ai... Je sais pas si j'avais le droit de le dire ça. Il y a déjà beaucoup trop d'indices. Une voiture effectivement du début des années 2000. Gare de l'Est, on va en Allemagne chercher la voiture. On va très exactement à Stuttgart et je vous garde un petit peu la surprise pour le reste de la vidéo. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait, installe-toi bien, tu vas passer un bon moment. Autre indice que je te donne, il y a 333 exemplaires exactement de cette voiture dans le monde. Il y a quoi d'autre comme indice qu'on pourrait leur donner? Que ça a été... non mais j'ai Non, pas trop précis. Ouais. J'allais dire que ça a été la voiture d'un super-héros. Ah si, bon, si, c'est pas mal ça. Ouais. Si, c'était la voiture d'un super-héros. Normalement, là, vous savez à peu près. Mais encore une fois, il y a des spécificités sur la voiture. On vous laisse marquer en commentaire pour voir ceux qui devinent dès à présent. Bon, alors on se demandait s'il y allait y avoir du monde un mardi matin de juillet à 7 h du mat pour aller à Stuttgart. On pensait que non, mais finalement, il y a pas mal de monde. Je sais pas ce que vont faire ces gens, mais il y a du monde. Alors, autre indice, la voiture qu'on va chercher est capable de faire mieux que ça. Genre bien mieux. Nous voici arrivés à Stuttgart avec un beau soleil allemand, ça fait bien plaisir. Et on va pas tarder à récupérer une voiture pour aller au concessionnaire où la voiture nous attend. Bon les gars, petite transition avec le partenaire de cette vidéo qui est YFood et qui est très à propos sur cette vidéo parce que vous le savez, je suis souvent en itinérance, que ce soit avec mes vidéos YouTube ou mes activités de pilote, je suis un peu à droite à gauche tout le temps et souvent ça se termine au fast-food. Jérém, on sait quelque chose? Alors ça, on sait qu'à chaque fois, c'est pas très diététique. On se fait toujours un domac à chaque fois qu'on est sur la route et là, au final, YFood, c'est des boissons qui ont l'intérêt de remplacer un repas. Donc quand tu voyages comme ça beaucoup, des boissons qui font entre 33 et 50 centilitres et dans cette boisson tu as l'équivalent d'un repas complet. Il y a un Nutri-Score de A, donc ça veut dire que ça t'apporte vraiment les nutriments dont ton corps a besoin et ça te rassasie pendant 3 à 5 heures comme un repas normal. Et tu as plein de goûts qui existent. T'as pêche, abricot, Jérém, lui son péché mignon c'était café. Café, ouais. Le café c'est pas mon délire, moi je suis plutôt un mec vanille. Et le vanille est vraiment très bon. Particularité, les boissons peuvent se conserver jusqu'à 12 mois. Et donc évidemment c'est pas une alternative à des repas complets, à ce que tu peux manger tous les jours. Mais par contre quand tu es en itinérance comme ça, que t'as pas trop le temps de te poser quelque part, tu prends un YFood avec toi, ça rentre dans un sac. Puis au final tu sais que t'es bien pour la journée, ça remplace ton repas. Et ça t'évite le petit coup de barre de milieu de journée. T'as trouvé comment toi du coup le café? Ça me fait penser à deux trucs, attends. Vas-y. Est-ce que ça sent le café, je vois? Ouais, ça sent bien le café. Mais ça fait pas une boisson au café très sucré quoi. Oui, c'est pas une décharge de sucre. Ouais, c'est qu'en fait, t'as le goût du sucré, donc c'est sympa d'avoir du sucre pour remplacer un repas, tu vois. Mais c'est pas un truc, c'est pas une grosse dose de sucre, quoi. Non, c'est ça. Donc si tu veux tester, t'as plusieurs packs qui sont disponibles. Sur le pack découverte, tes frais d'expédition sont offerts. Et pour les autres produits, pour une commande de plus de 25 €, là aussi c'est également offert. Et avec le code MONTYYouTube, t'as 10% qui t'est offert sur ta commande. Donc tu as le lien en description si tu veux tester. Nous, on va se terminer notre petit YFood chacun et puis on va se mettre en direction après du concessionnaire pour récupérer la voiture. Voilà, on vient de commander un Uber taxi sur l'application. Ici c'est différent, c'est en classe S qui viennent te récupérer. Et là depuis tout à l'heure on est arrivé, on voit que des voitures allemandes déjà, donc Audi, Volkswagen, Audi, bon il y a une Ford qui passe. Mais les 3/4 voitures c'est des voitures allemandes, ça te montre bien que tu es à Stuttgart. Et puis parmi les 3/4 en fait tu as la moitié, c'est des Mercedes, énormément de Mercedes. Et Porsche, oui, parce que tu as Porsche et Mercedes qui sont basés à Stuttgart, donc forcément tu vois beaucoup de voitures des marques. Et voilà, notre taxi est là. Plutôt sympa. Ça va, t'es bien là? Confort? J'ai jamais eu autant de place pour mes genoux. On sait qu'on va chercher, elle sera un peu moins confortable. Je te dis, le trajet retour risque d'être un peu moins confort. Alors j'en profite pour les quelques minutes qui nous restent. C'est pas mal, le surcoussin qui est dans les classes derrière. Là j'ai la nuque qui est bien reposée, c'est tout doux. Ah, c'est pas mal, hein. Je vais pas te mentir, c'est pas mal. Bon les gars, c'est pas mon quotidien de monter en D-Class S. Ce que je trouve étonnant, je savais pas, tu vois. C'est que la première fois je vois des miroirs de courtoisie, même pour les passagers arrière. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture. N'empêche, on se faisait la réflexion là avec Jérém. Une classe S comme ça de 2014-2015. Moi j'avais dit à Jérém ça vaut 35. Il pensait que ça valait plus. On a vérifié. Tu peux en avoir à partir de 30 000 €.
30 000 euros avec un peu de bornes, 150 000 bornes et 35 000 euros, tu en as vraiment des packs kilométrés. N'empêche, pour 35 000 euros en équivalent neuf, qu'est-ce que tu as? Tu vois là, tu vas avoir une classe S avec toutes tes prestations de luxe. Voilà, après, évidemment que les frais d'entretien sont pas pareils, mais n'empêche, tu vois, plutôt que d'aller acheter un Scénic neuf à 35, bon, tu vois, tu te dis que tu vas avoir une classe S comme ça, avec ce niveau d'équipement, de finition, de luxe. Voilà, juste pour récapituler, gars. Petit écran là. Ta climatisation automatique, c'est pareil ici. Ici, tu as les sièges chauffants à l'arrière. Je sais même pas quoi ça, je veux pas faire. Tu as les sièges ventilés à l'arrière. Tu peux régler les sièges dans la position que tu veux. Tu as une solo barmaster. C'est pour avancer le siège avant, Ah, peut-être plus de place. En mode limousine. Là, genre, tu peux même t'allonger visiblement, tu vois. Ça te fait réfléchir quand même. Ça te fait réfléchir. Bon, ça y est, les gars, nous voilà arrivés. Ah là là, j'ai hâte. Vraiment, vraiment hâte. C'est le moment. Normalement, vous avez repéré un peu déjà avec quel lieu. On n'est pas chez Volkswagen finalement. Bon, voilà les gars. Petite Audi R8 GT, gris Suzuka mat, quelle beauté. Maintenant on va faire tous les papiers et je vous en dis plus après. Bon les gars, on vient de partir du centre Audi Stuttgart, on a récupéré la voiture où on s'est fait jeter, très exactement. C'est pour ça que vous en voulez pas si les harnais sont pas mis correctement ou quoi, on s'est vraiment fait mais jeter. On était vraiment pas les bienvenus, on avait l'impression de vraiment dessouler. C'est pas la plus agréable façon de repartir avec une voiture comme ça. Non, c'est dommage parce que tu vois, tu viens de te faire plaisir, prendre possession d'une belle voiture et au final le service que tu reçois il était naze. On est arrivé, attends mais il faut juste qu'on... Franchement ça me navre dans la vidéo parce que la vidéo est censée être hyper positive, hyper good vibe et en fait genre t'arrives sur place. On arrive à l'accueil général, attendez je vous coupe la radio. On arrive à l'accueil général d'Audi. Genre encore une fois, pas un sourire à l'accueil, quoi que ce soit, on explique et ils nous font ah, faut descendre des escaliers, faut aller voir monsieur machin. On descend les escaliers, on va voir monsieur machin au téléphone, donc moi j'arrive, bonjour monsieur machin, etc. Le mec a une oreillette, il me regarde, il fait comme ça, ok, très bien. On attend 15 minutes qu'il finisse son call, bien 15 minutes hein, de mon truc. Facile. Et après, genre il nous expédie ça, mais alors j'ai aucune information sur la voiture, tu lui poses des questions, je crois que c'est ça, il s'en savait à rien le gars. On est chez Audi, c'est quand même, c'est eux qui ont vendu la voiture neuve, donc la voiture a été achetée neuve chez eux, c'est eux qui ont fait tous les entretiens, et le mec il t'explique rien, et enfin genre vraiment c'est à base, voilà ta voiture, maintenant tu te barres quoi. Et je pense que réellement il y a un truc avec les Français, à chaque fois que j'ai voulu acheter des voitures en Allemagne, et ben en tant que Français on ne nous répond pas, donc à chaque fois tu es obligé de passer par un intermédiaire qui parle allemand pour faire les démarches à ta place, parce qu'en fait quand tu es français j'ai l'impression juste ils ne te répondent pas, ils ne te vendent pas les voitures. Ça m'est arrivé plusieurs fois et systématiquement le retour est le même. Bref, du coup on fait les premiers mètres dans cette Audi R8 GT et je savais pas mais il n'y a pas de ceinture en fait, avec ça c'est un pack, je vous expliquerai un petit peu toute la voiture plus en détail tout à l'heure. On va essayer de trouver un endroit pour se poser sans se faire jeter pour vous expliquer un petit peu tout ça. Mais ouais, la voiture est équipée, ça c'est un pack optionnel avec l'arceau, les baquets qui étaient de base en Alcantara mais elles sont en cuir, c'est une option Audi exclusive, et les harnais. Et du coup en fait ce sont des harnais qui sont homologués route, c'est pour ça que la boucle elle est comme ça, avec le petit push là. Et voilà, en fait t'as pas de ceinture, et je pensais que ça allait être comme dans une GT3, dans une Porsche GT3 ou dans la 458 spéciale où tu peux, je crois que t'as aussi la ceinture, pas sûr. Et en fait non, c'est t'as juste les harnais directement que tu mets. T'as vu le bruit que ça fait contre l'arceau? Là j'aime bien. Vu qu'on est à Stuttgart, évidemment on va pas s'en aller d'ici avant d'avoir fait un petit tour au musée Porsche. On va aller mettre la voiture, on va faire des beaux plans, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Bon allez on continue, je sais pas si c'est moi qui suis pas normal ou pas. Et pareil là je viens de constater qu'en fait on a moins de la moitié du plein. T'achètes une voiture d'occasion chez Audi, t'achètes une voiture de plus de 100 000 euros chez Audi, je trouve ça moyen de jouer avec 30-40 euros. Toi tu mets plein en fait. Surtout que tu sais que ton client il vient de France, donc a priori il va rentrer en France
Voilà, c'est ces petits détails. Moi, si j'avais une concession, si j'étais vendeur de voitures avec des belles voitures, etc., bah voilà, je mettrais le plein d'essence. C'est des petits détails, mais voilà, ça fait la différence. Parce que le mec, il me l'a dit, hein. Il me dit, ah, vous avez bien 200-250 km d'autonomie, c'est cool, frère, même mets le plein. Ouais. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une évidence, quoi. Bon, alors on continue dans la découverte et des petites surprises. On a un voyant qui s'est allumé, donc TPMS, donc visiblement, c'est la pression des pneus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la pression des pneus? La voiture, elle sort de révision chez eux, hein. Donc, elle sort de full révision chez eux. Et là, on a fait 2-3 km, on a le voyant de pression des pneus qui s'est allumé. Du coup, j'ai eu alerte en allemand et je viens de vérifier effectivement sur le module de navigation, etc. Bah, en fait, tout est en allemand. Est-ce que tu pouvais pas le mettre en français? On fait le flux. Mais je vous promets, après, on va pouvoir rouler avec la voiture, ça va être bien et ce sera beaucoup plus positif le reste de la vidéo. Bon, les gars, on passe dans un tunnel, premier tunnel avec un Vitsapo, on est obligé de voir. Troisième. Oh, oh. C'est peut-être pour ça qu'ils détestent les Français. Bon les gars, je sais pas si c'est un sacrilège ou pas ce qu'on est en train de faire. On est au musée Porsche, parce qu'évidemment si on passe à Stuttgart, on s'arrête au musée Porsche, que j'ai jamais fait. Et on est au musée Porsche en Audi. Et visiblement, on se fait pas mal carspotter, donc visiblement les visiteurs en tout cas ça les rend contents. Bon, et une Nissan GTR en face, donc ça devrait, hein, ouais. Ça devrait aller. On est mais là c'est allemand, tu vois, donc... Bon alors, Porsche. Regardez, petit Audi là c'est le coin des dissidents. BMW, Audi, Mercedes. On est dans le musée, dans le parking du musée Porsche. Et on est un petit peu en infériorité là. Bon allez, je vous montre le musée de l'extérieur. Avec la petite statue, avec là-haut. Là, je sais pas si c'est l'usine qui est ici. En tout cas, regardez, c'est en train d'être construit. Et la partie musée qui est là. Bon, ça y est, on est dans le musée. Il y a des trucs sympas. 718 RS là. La 356 Pister ici. Je vais pas tout vous montrer, sinon il y en aurait pour beaucoup trop longtemps. Mais je vais vous montrer des petites pépites que j'aime beaucoup dans le musée, que je vais découvrir au fur et à mesure de la visite avec vous. Bon là je vous montre parce que cette partie-là c'est très joli. Et puis surtout avec la Pink Pig, je dois vous faire une confession. Ma 996 GT3 qui est rose maintenant Rubistone, elle a failli reprendre exactement la déco de celle-là avec ce rosa et la déco Pink Pig. Dis-moi en commentaire si tu aurais aimé voir ma 996 GT3 de cette configuration-là, ou si tu vas préférer en Ribistar comme elle est maintenant. Porsche 911 3 litres RSR, ça c'est quelque chose que je rêve d'essayer. Je pense que ça doit être excellent à rouler. J'aimerais vraiment beaucoup essayer de cette voiture-là un jour. Ok, alors là c'est l'espace pour moi. Petite 964 Cup, la déco, je la trouve folle. Là, une 965 Turbo 3 litres 6. Et puis alors là, 996 GT1 la version course, McNish, Boutsen, Kelleners. Et la 996 GT1 Strachen version. Donc pour la route, ça pareil. Mais ça, je me prostitue pour essayer ça un jour. Qu'est-ce que c'est beau. Ça avec les CLK GTR à l'époque, ça m'a fait rêver et ça continue à me faire rêver. Pour moi, c'est une des plus belles voitures, tout simplement. Là, on est sur le concept du Boxster. Donc l'étude date de 1993. Bon, déjà, j'aime beaucoup les petites jantes Speedline, là, c'est très joli. Surtout, regardez, à l'intérieur, ils avaient déjà mis un écran. Ils avaient déjà anticipé l'arrivée des écrans dans les voitures. Bon, moi, je sais pas ce que ça vous fait. Mais bon, j'aime beaucoup les 996 vu que c'est la mal aimée. Et surtout, voir que chaque exemplaire dans le musée est en parfaite condition. Voir une 996 cab toute simple, aussi propre que ça, une Carrera 4, regardez l'état des jantes. C'est les mêmes jantes que sur ma GT3. Et là, regardez, elle est dans un état clinique. Et même si je suis pas fan du gris clair ou quoi, là, j'adore. Juste la voiture avec clinique, ça donne juste envie d'avoir dans le garage, quoi. Mon hypercar préféré dans ma configuration préférée, avec l'argent GT, intérieur Cocoa, donc marron et noir. Je suis pas très fan des voitures grises de manière générale, mais comme ça, je trouve que ça fait vraiment ressortir à fond la ligne de la Carrera GT. La combinaison de couleurs, c'est juste sublime. Une œuvre d'art. Bon, ok, de toutes les voitures, il y en a peut-être une avec laquelle je repars pas, même si elle est en état clinique, c'est celle-là. La Panamera première du nom, j'ai jamais pu m'y faire. C'est une super voiture à rouler, mais par contre, c'est affreux. Je trouve ça vraiment très très moche. Donc là, on a le concept du 918 Spider, qui est un petit peu différent de la version finale, notamment au niveau des sorties d'échappement. Au départ, ils avaient mis en side exhaust ici. Est-ce que tu sais pourquoi c'est passé de là à là, Jérémy? Alors là, aucune idée. Je te pose une colle. Ouais. Moi, la version que j'ai, c'est qu'ils ont essayé de le homologuer comme ça. Ils n'ont pas réussi. Du coup, ils ont trouvé l'astuce de mettre ici. Ah, peut-être. Si vous savez, vous mettez dans les commentaires. Bon, alors cette 968 est vraiment particulière parce qu'elle a été faite en collaboration avec Porsche et Arthur Car. Et Arthur, c'est un vendeur de voitures que vous connaissez sans doute,
qui possède l'art de l'automobile. Je sais pas comment il a fait pour faire cette collaboration avec Porsche, mais le résultat, je trouve qu'il est incroyable. Et ça a été inspiré des deux concepts que vous avez qui sont derrière. Il y a 968 là-bas, en bleu cabriolet, on va y la voir parce qu'elle est pareil. J'adore la combinaison. Le bleu comme ça, avec les jantes Speedline, je la trouve folle. Et potentiellement cette voiture, ça devait être le Boxster si le Boxster n'avait pas existé. Et vu que le Boxster a existé, ils ont abandonné ce projet là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi de toutes les voitures qu'on a déjà vues avec laquelle vous repartiriez. Bon et alors là, comme moi, tu te demandes pourquoi il est marqué Star Wars dans un musée Porsche. Et en fait, c'est que ce vaisseau a été dessiné par les designers de chez Porsche et de Lucasfilm. Du coup, c'est un vaisseau spatial Star Wars Porsche. Ok, bon du coup je repars comme j'ai annoncé, 1 avec la 996 GT1 version route, 2 avec la Carrera GT, 3 avec la 993 GT2. Et toi? Alors, la première, la 918, le concept avec les échappements latéraux. Ok, Ensuite, pour l'histoire, la 6 Italia 360 Porsche. ok, Et en troisième, allez, pour l'histoire des 24 heures, la GT1. ok, ça va. J'attendais que tu dises Carrera GT aussi, j'aurais validé. Les deux me vont en troisième choix. Bon, alors nous voilà chez Audi Stuttgart. Je sais pas exactement ce que c'est parce qu'il est allemand, il parle anglais, je suis français, je parle anglais. Donc voilà, ça sera un problème de calibration de roue. Donc en fait, ils vont checker ça. Et j'aurais demandé aussi de changer le langage pour voir si c'était possible sur la voiture pour mettre en français. Bon les gars, ça y est, on ressort à nouveau de chez Audi. Bon, le sketch a continué, hein. C'est-à-dire qu'on est retourné sur place. Donc il a pris la voiture pour checker ce qui allait pas. Et au lieu de nous asseoir, nous dire voilà, il y a un réceptif là-haut, vous pouvez vous mettre, on va vous offrir un café, un verre d'eau, peu importe. Il nous a laissé en bas pendant 20 ou 30 minutes, il a juste pris la caisse et est parti la donner pour checker. 30 minutes après, il nous a dit qu'effectivement on pouvait aller là-haut. Et sinon, il ne s'occupait pas du tout de nous. Une fois qu'on était là-haut, personne ne s'occupait de nous. Donc pour le coup, on était vraiment... ça continuait. Et finalement, il nous explique qu'en fait c'est dans la procédure de la maintenance, donc ils ont trouvé ce qui allait pas, c'était juste de l'électronique, c'était juste à la valise en fait pour faire un reset de la voiture, et qu'il nous a expliqué la bouche en cœur que sur les versions actuelles des Audi R8, c'est juste des boutons à valider dans le tableau de bord, dans l'ordinateur de bord pardon, de la voiture, et sur ces vieilles versions, ça passe à la valise, et qu'en fait il m'a dit que les techniciens avaient vérifié manuellement que ça se trouvait dans la voiture. Vu que ça n'existait pas, ils ont considéré que c'était ok, que la recalibration a été faite du système si tu veux. Et donc en fait ils ont laissé ça comme ça. Donc en fait le mec m'explique à bouche en cœur que les techniciens, que les mécaniciens officiels, c'est pour moi ça. Ah ouais forcément. On vient de se faire flasher, les gars ça continue, c'est pas possible. On s'est fait aveugler genre. On était à 110 km/h, je me suis fait flasher, je sais même pas comment ça marche en Allemagne. Bon on verra si on se récupère ou pas. Franchement je roulais à 110 km/h, vraiment je roulais à 110 km/h pour 100 km/h. Et là on se fait dépasser, ah là laisse tomber. Bon bref, Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Et du coup, ouais, donc il m'explique que grosso modo, les techniciens officiels Audi ne savent pas comment la voiture fonctionne. Donc il nous a donné la voiture avec ce truc-là de calibration qui n'avait pas été fait. Et il a également fait ce que je lui avais demandé, de changer le langage de la voiture dans la voiture. Et à la base, quand je lui ai demandé, il m'a dit je ne sais pas si c'est possible. Enfin, tout est fou. Tu vois, c'est vraiment, tu prends livraison de ta voiture chez Audi, Audi qui a vendu la voiture neuve à l'époque, quoi. Donc vraiment, il y a tout pour que ça se passe bien. Et le service était déplorable de A à Z. Bref, maintenant on est dans l'Audi R8 que je vais vous présenter. Dans tout ça, on n'a pas eu le temps de nous faire des beaux plans de présentation, etc. Mais c'est pas grave. Et puis on va essayer de faire attention aux limites de vitesse également parce que visiblement ça peut arriver très vite un flash. Donc pour vous présenter la voiture, je sais pas si vous connaissez ou pas, à l'époque l'Audi R8 première génération a existé en différents modèles. Il y avait la V8, il y avait la V10 et ça c'était la version ultra sportive, un petit peu la GT3 RS de la 911, la Scuderia de la 430, la Superleggera de la Gallardo, c'était vraiment la version extrême de l'Audi R8. Et à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit 333 exemplaires en coupé, 333 exemplaires en cabriolet, donc c'était vraiment des éditions très limitées par rapport aux véhicules aujourd'hui où tu as les 911 limités, par exemple une Dakar, je crois qu'il y en a plus de 2500 qui ont été faites, les Speedster, il y en a de 1948. Voilà, à l'époque c'était vraiment des éditions très très spécifiques et il y avait pas mal de choses que tu pouvais avoir dans cette voiture. Déjà il faut savoir que ça reste une 4 roues motrices, contrairement à l'Audi R8 GT moderne qui est maintenant une propulsion entièrement. Là c'est une 4 roues motrices mais qui est typée propulsion. Donc il y a 85% de la répartition de la puissance qui passe sur les roues arrière. Donc ça, après tu as un pare-brise qui est plus fin.
par rapport à la R8 de série. Tu as une vitre arrière qui est en polycarbonate, donc qui n'est pas vitrée. Tu as l'arceau, les baquets, harnais. Ça c'était un pack optionnel qui était disponible, c'était le pack RES il me semble à l'époque. Donc voilà, c'est une voiture qui coûtait environ 190 000 euros prix de base et optionnel coûtait environ 220-230 000 euros. Aujourd'hui c'est une voiture que tu trouves sur le marché, c'est là où c'est intéressant parce que tu les trouves entre 110 et 130 000 euros, que ce soit en coupé ou en cabriolet. Donc pour moi c'est des voitures qui méritent d'être achetées parce que c'est vraiment des gros collectors par rapport à leur positionnement, par rapport au nombre d'exemplaires qui existent, et c'est des voitures qui sont très radicales, qui avaient vraiment des spécificités. C'est pareil à l'intérieur, vous avez vu, bon, il y a beaucoup d'Alcantara, il y a beaucoup de carbone, c'est des voitures qui sont toutes numérotées. Donc là par exemple c'est la numéro 143 sur les 333 qui existent, donc il y a la petite gravure qui est là. Pareil, il y a des petits éléments marqués logo TGT un petit peu partout. Donc voilà, ça donne vraiment l'impression d'être une voiture à part. Et également, tu as tout le pack carrosserie avec les petites flaps à l'avant sur le pare-choc avant. Tu as l'aileron arrière en carbone, tu as les rétroviseurs carbone. Voilà, tu as plein de choses à l'intérieur de la voiture qui te la rendent vraiment exclusive. Et c'était vraiment la version voilà, très typée radicale pour faire du circuit avec la voiture. Est-ce que tu connaissais cette version, Jérémy? Bah oui, je la connaissais et puis elle donne envie parce que tu as le plus gros moteur de la gamme des Audi R8 à l'époque, enfin même encore actuel, ouais. Ça reste le V10. V10 qui vient d'une firme italienne et qui a une sonorité incroyable. Oui, parce que grosso modo la voiture est très proche d'une Gallardo. Et même en puissance, ils sont passés de 525 chevaux en version extrême sur la R8 V10, c'était 525 chevaux, c'était le plus qu'il y avait sur la voiture, sur les premières générations. Et en GT, ils l'ont transformé, ils ont ajouté un petit peu de puissance et c'est passé à 560 chevaux. 560 chevaux, c'est la puissance de la Gallardo LP 560. Et c'est vraiment des cousines, voire des sœurs. C'est-à-dire que c'est le même châssis, c'est le même moteur, c'est la même boîte de vitesse. Là, c'est une boîte de vitesse qu'on appelle R-Tronic et en fait, c'est des gears chez Lamborghini. Donc, c'est pas encore la double embrayage. Ça, c'est la boîte mécanique robotisée, donc qui est assez lente. Je vais vous faire écouter un petit peu la sonorité. On va déjà quand tu rétrogrades, écoutez ça. Ah, c'est pour faire écouter un petit peu ce chant du V10 Lamborghini Audi, appelez-le comme vous voulez, et vous faire voir aussi la boîte de vitesse qui a un temps de latence. C'est vraiment les boîtes robotisées du début des années 2000. Donc certains aiment, certains pas du tout. Certains trouvent que ça contribue justement à la radicalité aux sensations de la voiture, plutôt que d'avoir une boîte toute lisse comme une PDK qui est ultra efficace mais moins sensationnelle. Là vraiment, bah, il se passe quelque chose. Allez hop, deuxième. Voilà, donc effectivement, on a un petit à-coup, tu vois, quand on passe les vitesses, donc ça met un petit temps d'arrêt, que le temps que le moteur se coupe, que la vitesse passe. Donc voilà, c'est pas la boîte la plus efficace du monde, mais en même temps c'est une voiture de 2011, donc évidemment à l'époque c'était des standards, c'est ce qui se faisait, c'était les références, et que maintenant bah, ça a vieilli. Autre spécificité sur la voiture, c'est la couleur. C'est un gris Suzuka mat. La voiture était disponible dans différents coloris. Et voilà, en atmosphère, en philosophie, on trouve vraiment une voiture du début des années 2000. Et moi, ça j'aime beaucoup ce genre de voiture. Une voiture vraiment très passion qui partage énormément de sensations. Il y a 6 vitesses sur la voiture, on n'a pas 7 ou 8 avec des modes pour cruiser. La voiture elle chante tout le temps. C'est pas comme si tu avais des clapets actifs ou je ne sais quoi. Alors, systématiquement, la voiture elle chante. C'est un peu ce juste compromis entre des voitures qui sont facilement utilisables mais qui te délivrent encore beaucoup de sensations sans être trop aseptisées. Moi je trouve en fait que malgré le fait que ce soit une base de Lamborghini Gallardo, enfin une plateforme commune, je trouve que l'intérieur est plutôt accueillant et que ça fait assez cossu, confortable. Même si elle est radicale, on a l'impression qu'on peut faire pas mal de routes. Pour l'instant les sièges baquets ne me cassent pas encore le dos, on verra jusqu'à la fin ça. Donc entre Audi A8 GT, Porsche 997 GT3 RS MK1, Lamborghini Gallardo Superleggera et Ferrari Scuderia. C'est ton cœur balance ouf. Ah, moi j'irais vers la Scuderia. Ferrari, ça reste quand même une Ferrari. Mais par contre, je pense que c'est une voiture qui est vachement plus radicale que l'Audi R8. Celle-ci, on est sur une route, bon, qui est une autoroute qui est un peu bosselée. On sent qu'elle amortit quand même pas mal et qu'elle n'est pas aussi radicale que ce que, à mon avis, pourrait être une Scuderia ou une Superleggera de chez Lamborghini. De toute façon, dans le groupe Volkswagen à l'époque, entre Lamborghini et Audi, l'Audi, la R8 était faite pour être plus confortable.
Et effectivement, la Lamborghini pourrait être plus extrême. Donc même la version plus extrême de l'Audi qui est cette GT, je pense, est moins brutale qu'une Superleggera. J'ai pas essayé la Superleggera, mais ça me paraît quand même moins brutal. Après, il y a un truc à savoir, c'est que la valeur, comme je vous disais, de cette voiture, aujourd'hui situe environ 110, 120, 130 000 euros. Peut-être 140 000 euros pour celles qui ont vraiment pas beaucoup de kilomètres. À comparer à une Superleggera, donc une Gallardo, on est déjà à plus de 150 000 euros. Une Scuderia, on a dépassé les 200 000 euros. Les 997 GT3 RS, on est entre 150, 160, voire 200, 230 en fonction de, pareil, des combinaisons de couleurs, etc. Bon alors, ces embouteillages nous ont permis de voir beaucoup de choses différentes. Déjà, la voiture se comporte très sainement dans les embouteillages. C'est juste la boîte, effectivement, qui est un peu, voilà. Tu vois, par exemple, on aimerait bien qu'elle passe à vitesse supérieure, elle la passe pas. Voilà, à part ça, la voiture, ça se conduit bien, hein. C'est une boîte automatique, donc pour le coup, c'est assez agréable dans les embouteillages. Tu n'as pas besoin de faire le levier. Deuxième chose, on a appris pas mal de choses, parce qu'effectivement, il y a un race mode. Donc là, on voit que c'est écrit en noir sur la console race mode. On s'est dit, mais comment l'activer? Parce qu'il n'y a aucun bouton pour activer. Et c'est fou. Parce que c'est toute une procédure. Vas-y Jérémy, explique-nous la procédure. Alors, il faut ouvrir le capot avant, donc aller dans le coffre, aller dans le logement de la batterie. Apparemment, au niveau de la batterie, il y a un petit truc qu'il faut changer, qu'il faut passer vers le haut. Ensuite, une fois que tu as mis ça vers le haut, ça débloque le mode race. Et là, ensuite, tu ne peux activer l'électronique, enfin, l'électricité de la voiture que via un petit élément que je te laisse présenter. Qui est fou et je vous ferai des petits plans dessus. Mais là, en fait, je pensais que c'était le propriétaire qui avait fait une bidouille très très propre pour installer le coupe-circuit dans la voiture. Parce qu'en fait, normalement, ça c'est un cendrier Audi. Quand tu ouvres le cendrier, ben, normalement c'est un cendrier. Et là, tu as une petite plaque avec un bouton off-on, donc là qui est sur on d'ailleurs, et voilà, qui active visiblement le mode. Et moi, je pensais vraiment que c'était le propriétaire précédent qui s'était fait sa petite installation avec son coupe-circuit. Je me dis putain, mais hyper intelligent de mettre son coupe-circuit ici, comme ça tu pars de la voiture, tu fais le coupe-circuit et ta batterie au moins tu l'utilises pas pour rien quoi. Et non, en fait c'est pour activer le race mode, ça fait partie de tout le process. Et donc le race mode te permet d'utiliser ta voiture avec, j'imagine, toutes les aides déconnectées. Je sais pas, t'as lu ça ou pas dans Je sais pas. Ah, j'imagine que c'est pour ça. Donc vraiment de tout déconnecter sur la voiture pour pouvoir l'utiliser sur circuit sans qu'il y ait les aides qui rentrent en compte. Donc ça c'était une chose vraiment importante qu'il fallait que je vous dise, parce que ça m'a fait halluciner de voir ça, de voir tout ce process. Maintenant, quand tu veux changer de mode, tu vas dans les paramètres de ta voiture, tu changes en 2 secondes. Là, c'est vraiment un truc artisanal où tu allais bidouiller parmi les fils de ta voiture sur la batterie. À l'intérieur, ils ont fait un truc artisanal pour faire leur petite bidouille. Et je trouve ça, voilà, encore une fois, ça rajoute au charme de ces voitures-là. Ça rajoute vraiment un élément de course sur une voiture qui est plutôt typée route, quoi. Exactement. Et aussi dans le package RS là, tu as un extincteur dans la voiture. C'est la différence entre une Superleggera et une Audi R8 GT, c'est que tu restes dans une Audi, donc ils ont fait un extincteur, donc tu as un côté vraiment très course automobile. Par contre, tu as une petite boîte pour éviter le désagrément visuel de l'extincteur, et c'est une petite boîte qui est gancée de cuir. Donc voilà, ces petits détails sympathiques aussi dans la voiture. Et alors, dernier détail sympathique, parce que c'est un détail sympathique, le flash tout à l'heure, apparemment en Allemagne, quand c'est en dessous des km/h, c'est combien l'amende? Je sais plus, c'est des maximum 30 euros. Ouais, je crois que quand c'est en dessous de 10 km/h, c'est en dessous de 10 ou 15 euros. Ouais. Et qu'au-dessus de 10 km/h, entre 10 et 20 km/h, je crois une comme ça, c'est entre 15 et 30 euros. Donc voilà, par rapport à l'excès de vitesse en France qui est un peu plus sanctionné que ça fait plaisir. Limite, on est content de prendre des excès de vitesse ici. Bon, alors je me suis rappelé aussi d'autres spécificités de cette version. Il faut savoir qu'elle a les disques en carbone céramique. Également, il y a des jantes qui sont spécifiques à ce modèle. Le design existe uniquement sur la GT. Et la particularité du V10 Audi Lamborghini, c'est qu'il est très coupleux. C'est-à-dire que là, je vais me mettre je suis en 6ème vitesse, je suis à 120 km/h. Si j'accélère, ça repart naturellement, 130, 140. Et il y a vraiment beaucoup de couple. Et c'est rare sur un V10 atmosphérique d'avoir autant de couple. Jérém, tu connais quelque chose toi sur les V10 atmosphériques? Ah bah ouais. En fait, les V10, ils mettent du temps à se mettre en régime. Mais par contre, une fois qu'ils sont hauts dans les tours, qu'est-ce que ça marche fort? Et effectivement, les boîtes de vitesse sont plus faites pour être rapide quand tu es en haut régime que quand tu es à bas régime et avec peu de couple. D'ailleurs, Jérémy, il a une chaîne où il présente le design des voitures, parce que Jérémy est designer, donc il te resitue un petit peu le design en fonction des époques. C'est très intéressant. Je vous en ai déjà parlé et je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne. Bon, là, on n'est pas sur le coin le plus sexy de la planète.
Et c'est le seul temps calme que j'ai trouvé pour vous présenter un peu plus la voiture sur l'extérieur. Comme ça vous voyez bien la teinte, donc gris Suzuka mat avec le design des jantes spécifiques à la GT. Le petit logo GT ici, les rétroviseurs en carbone, tout le side blade est en carbone. L'intérieur comme ça vous voyez bien avec les baquets, le gros arceaucage derrière. Les harnais sont des harnais homologués route. Il n'y a pas de ceinture sur la voiture. Donc voilà, l'emplacement pour les ceintures normalement il est là. L'intérieur avec le volant Alcantara, frein à Alcantara. Vous voyez il y a beaucoup de carbone partout à l'intérieur de l'habitacle. Et évidemment le V10 Atmo qui se trouve ici avec toute la baie en carbone. Donc vraiment une atmosphère, un univers dans cette R8 GT qui est vraiment très cool. Bon les gars, je vous propose de profiter à nouveau du V10 Atmo. La sonorité, et je vous dis vraiment la voiture c'est un rail, tu vois, tu t'accélères, t'as pas de souci à accélérer, tu sais que ah bon, là il y a tout qui passe au sol, encore une fois c'est pas une puissance démesurée, hein. Il y a 560 chevaux, ça fait un peu mec blasé quand je dis ça. C'est vrai que je suis habitué maintenant à des voitures voilà, de 800 chevaux et plus. J'ai essayé à 296 GTB récemment et voilà, donc forcément en puissance c'est 830, là on redescend à 560 avec 4 roues motrices, il y a tout qui passe, mais c'est vrai qu'on se sent en sécurité. Et voilà, du plaisir avec la voiture. J'aimerais bien avoir des petites routes pour tester un petit peu le châssis, mais juste la sonorité du V10, c'est assez envoûtant. Bon les gars, il y a un truc qu'on n'a toujours pas fait, c'est le fameux kick down. Donc on est en 6ème, on met pied dedans. Ah, elle a redescendu qu'en 4ème, tu vois. Je pensais qu'elle allait redescendre plus que ça. Alors, on va se remettre en 6, on va retenter. Les pieds dedans. Voilà, là en 3ème. Et ça tire tellement long, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça c'est agréable sur les bois de cette génération, le petit kickdown là, c'est bon ça. Du coup il faut bien baptiser cette voiture. Ah, il y a des choses, c'est obligatoire. À nouveau, pause essence, là le soleil qui se couche. Je vous refais des plans de la voiture. On va remettre le plein d'essence et puis on va repartir. Regardez là comme ça avec le soleil qui tape bien sur le V10. Oh, quelle beauté. Je suis vraiment fan de cette voiture. Tu peux pas t'imaginer. C'est un truc incroyable. Ça sonne bien. Bon Jérém, on a passé bien 400 bornes dans la voiture. En ressenti, confort, pour faire de la route, c'est comment? Bah écoute, les baquets m'ont pas cassé le dos. Les accélérations m'ont ébouriffé. Oh le bâtard! Non, en vrai, ça reste une GT malgré le fait que ce soit la voiture la plus radicale de la gamme R8 quand elle est sortie. Ça reste malgré tout une voiture qui est utilisable pour faire de la route. Tu vois, on écoutait la radio, on avait le petit Bang & Olufsen, c'était plutôt sympa quoi. Ouais, vraiment, elle n'est pas faite uniquement pour le circuit. Et je pense qu'elle se débrouille très bien sur le circuit, ça sent, vu comment elle accroche au sol. Ouais. Ok les gars, écoutez bien, c'est indécent. Écoutez bien. Ah l'indécence. Oh le bordel. Tunnel édition 2. 3ème. Les gars, on vient de faire plus de 600 bornes, fin de journée, on est bien, mais en vrai la voiture est plutôt confortable pour faire la route. Et puis le son de cette voiture, en vrai c'était une super découverte, c'est la première fois que je roule
une R8 V10 cette génération, je crois. J'avais roulé ce modèle là en course, en GT3, mais jamais en version route. Je connaissais la V8 mais pas la V10. Et c'est une tuerie, cette voiture c'est une tuerie. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Vraiment je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci à YFood qui a sponsorisé cette vidéo. Si les produits YFood vous intéressent, vous avez le lien en description. Merci à toi mon Jérém de m'avoir accompagné dans cette aventure. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.